Donc, bonjour à tous, je m'appelle Philippe Sellier, je suis le représentant du CETIM en Normandie. Le CETIM, c'est un centre technique qui a pour mission d'accompagner les industriels dans leur transformation. Donc mon rôle à moi, c'est d'aller voir les 600 cotisants du CETIM de Normandie et de les accompagner, quel que soit le sujet. Ça peut être de la robotique, ça peut être de la fabrication additive, ça peut être la décarbonation. Donc je ne suis pas expert. Je ne suis pas expert décarbonation, contrairement aux gens que vous avez vus juste avant. Mais il nous a semblé intéressant, dans le cadre du CPEM, de vous présenter le discours que moi, je tiens vis-à-vis des entreprises, sans être moi-même expert. Et l'idée, c'est d'être très pragmatique, c'est-à-dire de vous montrer aujourd'hui comment des entreprises sont allées vers la décarbonation et quels sont les résultats qu'elles ont pu obtenir par des biais extrêmement différents. Donc c'était vraiment l'objectif de cette présentation. Les 7 chapitres que vous voyez là, ce sont 7 chapitres que vous allez trouver sur le site de la FIM, www.fim.net. À chacun de ces chapitres, ils ont fait un certain nombre de fiches. Je vous conseille vraiment de les télécharger et de les lire. C'est extrêmement enrichissant. Donc c'est www.fim.net. Et moi, j'ai repris l'ensemble de ces 7 chapitres auxquels j'ai adossé certains documents du CETIM. Ça, c'est la partie sur laquelle je vais passer rapidement, parce que si vous êtes là, je pense que vous connaissez l'intérêt, l'importance de se décarboner. L'impact de l'industrie aujourd'hui au niveau des émissions nationales de gaz à effet de serre, donc on est ici, on est à peu près à 20%. Mais ce chiffre, il faut le relativiser et le voir un petit peu à la hausse, parce que l'impact des véhicules particuliers ou des poids lourds qui sont utilisés justement par les industries, dans le cadre par exemple du transfert des matériels, fait en sorte que normalement ici il faudrait voir ça un petit peu plus à la hausse. Donc aujourd'hui le monde industriel participe entre guillemets à 20% des émissions nationales des gaz à effet de serre. On va se poser la question pourquoi c'est un enjeu aussi important aujourd'hui pour les industriels. Alors, le premier, c'est l'espace. Le premier enjeu, il est réglementaire. Alors, aujourd'hui, il ne touche pas encore les PMI-PME. Aujourd'hui, il concerne les entreprises de plus de 500 personnes. Par contre, le CETIM, on voit arriver depuis 2 ou 3 mois des PME qui nous disent « Ah non, mais attendez, moi, mon donneur d'ordre, mon client, commence à me demander des comptes. Je lui livre des pièces. Lui doit calculer le coût carbone de son ensemble. Donc, il me demande des justificatifs, comment je fais ? Donc, même si aujourd'hui les PMI, les PME ne sont pas touchés par cet aspect réglementaire, ils vont l'être relativement rapidement par effet ricochet. Donc, ils ne vont pas être épargnés aujourd'hui. L'enjeu économique aujourd'hui, vous savez qu'il va y avoir une taxe carbone à la frontière européenne concernant les produits importés. Donc ça va impacter les entreprises au niveau des produits qui sont importés hors Europe. Cette décision, elle est excellente parce que ça ne servait à rien d'avoir une réglementation qui soit pénalisante pour les industriels au sein de l'Europe. S'ils prenaient la décision de faire fabriquer en dehors de l'Europe avec peut-être beaucoup plus de gaz émissions à effet de serre, la décision en Europe, elle ne servait à rien. Donc il a été décidé de créer une taxe carbone aux frontières. Donc ça va impacter, ça économiquement aussi, les industriels qui peut-être n'ont pas le choix d'importer hors Europe certaines matières. Il y a le mot aide également, parce que de plus en plus aujourd'hui, quand les industriels vont réclamer des aides, on va leur demander de montrer, entre guillemets, patte blanche sur leur démarche de diminution d'énergie de gaz à effet de serre. Donc on l'a vu tout à l'heure, les enjeux contractuels, eh bien, les donneurs d'ordre commencent à demander à leurs sous-traitants de premier rang des comptes par rapport au coût carbone des pièces. Dans les offres d'achat public aujourd'hui, il y a systématiquement un chapitre environnemental, dont l'importance de le prendre en compte et d'être capable de répondre à ça. Et puis il y a beaucoup de filières, notamment la filière aéronautique, qui va commencer à interroger l'ensemble de toute la chaîne de valeur en disant voilà, si toute la chaîne de valeur n'est pas impliquée dans la décarbonation,
ça va être compliqué. Aujourd'hui, parmi les 3 plus gros problèmes que je rencontre quand je vais voir les PME, c'est l'employabilité. Aujourd'hui, quasiment toutes les entreprises sont en recherche de main-d'œuvre. Et vous savez comme moi que les jeunes générations, il y en a là, hein, sont très sensibles à l'aspect environnemental de l'entreprise. Donc quand vous rentrez dans un hall d'une entreprise, dans le hall d'accueil, et vous voyez afficher les valeurs environnementales de l'entreprise directement sur le mur, je pense que le jeune qui arrive là se dit, voilà, il éprouve une certaine satisfaction à dire, voilà, je viens postuler à une boîte pour qui l'environnement est important. Donc il y a une responsabilité sociétale et une éco-responsabilité aussi au niveau de l'entreprise. Se différencier aussi de la concurrence. Et puis j'ai mis l'aspect innovation parce que je vous donnais l'exemple tout à l'heure du donneur d'ordre qui demande à la PME le coût carbone d'un produit. On peut répondre par du one-shot, c'est-à-dire voilà, je fais l'étude sur mon produit, j'envoie ça à mon donneur d'ordre. Mais en fait, ça doit aller beaucoup plus loin que ça. L'idée, c'est de déployer au sein de l'entreprise une culture de décarbonation, c'est-à-dire mon bureau d'études, à chaque fois qu'il va concevoir un produit, une pièce, une machine spéciale, doit se poser la question, comment je vais économiser de l'énergie, comment je vais économiser de l'eau, comment je vais économiser de l'air comprimé. C'est vraiment une culture de la décarbonation à intégrer au sein de l'entreprise. Et pareil pour le service méthode. Comment je vais être sûr que mon process que je vais mettre en place, par exemple mon process de réchauffement de bain de traitement de surface, est-ce que, par exemple, plutôt que de le chauffer avec du butane ou du propane, est-ce que je ne vais pas essayer de le chauffer avec de l'hydrogène? Voilà, essayer d'imaginer des process innovants qui aillent dans une démarche de décarbonation. Et ça, c'est vraiment une démarche d'acculturation de l'ensemble de toutes les strates de l'entreprise à la décarbonation. Je ne voudrais pas que tout ce que je vous ai dit, ça soit anxiogène pour les PMI, PME, et que les PMI, PME à la fin voient ça comme une menace. Tous les exemples que je vais vous montrer après, les entreprises ont vu ça comme une opportunité. Ils se sont toutes dit, ok, eh ben, je vais travailler sur mes process, je vais travailler sur mon produit pour essayer pour entrer dans une démarche de décarbonation. Et vous allez voir tout à l'heure les résultats qu'ils ont pu obtenir. On a une stratégie nationale bas carbone qui est volontariste. Je ne vais pas vous lire ça, mais vous voyez où est-ce qu'on doit arriver à l'horizon 2030 et est-ce qu'on est aujourd'hui en 2023. Donc, c'est ambitieux. Un petit rappel, je vous ai dit, je ne suis pas expert, moi, donc j'ai eu besoin de me remettre bien les choses en face par rapport aux experts qu'on a au CETIM. Donc quand on parle au niveau du site global, on parle de bilan carbone, on parle de bilan gaz à effet de serre réglementaire, et il y a un terme anglais, vous allez voir un petit peu partout, ça va être Organisation Environmental Footprint, voilà, qui est l'empreinte environnementale au niveau du global de l'entreprise. Et puis quand on parle du produit, donc de l'entreprise, alors là on va parler d'éco-conception au niveau du produit, on va parler d'empreinte carbone au niveau du produit. Autre concept intéressant, on va parler d'analyse du cycle de vie, c'est-à-dire de la conception jusqu'à la fin de vie du produit, qu'est-ce qui lui arrive. Et les deux sont en interaction. Voilà, je les ai séparés là au niveau du schéma, mais le produit est fabriqué au sein d'un process qui impacte le bilan carbone de l'entreprise. Mais c'était important pour moi de remettre bien les termes de chaque côté. Au niveau de la démarche de la décarbonation de l'entreprise, ce que vous avez là à l'écran, il n'y a rien de surprenant. C'est ce que l'entreprise, alors on peut appeler ça PDCA, route Deming, comme on veut, mais en fait ça ressemble à beaucoup de démarches de l'entreprise. Ça peut être de l'ISO 9001, de l'ISO 14001. En fait, on commence déjà par élaborer une stratégie, on se forme sur le sujet, ou on s'informe sur le sujet, c'est ce que vous faites aujourd'hui, et puis ensuite on mesure. Extrêmement important pour l'entreprise de se focaliser sur les process qui sont les plus impactants au niveau des émissions à effet de serre. C'est sur ces process-là que doivent porter leurs premiers efforts, parce que c'est là qu'ils auront les premiers résultats. L'idéal, c'est de créer une équipe projet. Alors, c'est pas toujours facile quand on est une PME de 10-15 personnes, mais l'idéal, c'est d'avoir une équipe projet.
et de mettre en œuvre un plan d'action. Ensuite, on va évaluer les résultats qu'on a pu obtenir et on va communiquer, aussi bien en interne qu'en externe, les résultats qu'on a pu obtenir. Et tout ça, ça ne s'arrête jamais. Tout ça, c'est une route d'Hemming, comment je supporte un nom que j'ai oublié, de l'amélioration continue. Voilà, c'est de l'amélioration continue. À chaque fois, il faut se poser la question là-dessus. Et c'est là où c'est important, je parlais tout à l'heure, de convaincre l'ensemble de toutes les strates de l'entreprise, de l'EBE, les méthodes, la production, de toujours se poser la question de la décarbonation au niveau de l'entreprise. Je vais vous montrer 4 exemples d'entreprises. Donc je ne vais pas vous passer les vidéos YouTube, elles sont sur le site du CETIM. Hein. Vous allez sur YouTube, vous tapez CETIM et vous allez avoir les vidéos et les témoignages de ces managers d'entreprise. Donc la première entreprise, elle est tout à fait particulière. Ils fabriquent ce genre de pièces. Ils les font sur mesure, c'est-à-dire qu'ils évitent au maximum d'avoir, on va dire, 10 pièces qui soient assemblées les unes avec les autres. Ils arrivent vraiment à compresser le nombre de pièces. Par contre, ils voulaient aller encore plus loin. Et en se concentrant sur les process les plus énergivores dans leur entreprise, ils se sont aperçus que c'était la partie brasage où ils dépensaient le plus d'énergie et où ils émettaient le plus de gaz à effet de serre. Donc ils ont travaillé avec le CETIM, ils ont regardé le process qui était mis en place. Donc je vous explique pas ce qui a été fait parce que le manager dans la vidéo, il en parlera beaucoup mieux que moi. Je vais vous parler uniquement des résultats. Donc ils ont réduit leur gaz à effet de serre. Ils ont réduit de 50% leur consommation de gaz. Donc 50%, vous imaginez, c'est énorme. Ils ont travaillé avec le CETIM en régie, c'est-à-dire qu'il y avait sans cesse des allers-retours tout au long du process. Et la notion de brassage argent que j'ai mis sur l'écran, c'est parce que tous les résultats de gauche, ils les ont déjà obtenus. Et aujourd'hui, ils se disent, mais en fait, je suis sûr qu'on pourrait gagner encore plus aujourd'hui si on faisait du brassage argent de nos pièces. Donc c'est ce qu'ils sont en train de mettre en place aujourd'hui. Et je voulais marquer parce que ça reprend le cercle vertueux dont je vous ai parlé tout à l'heure. Quand on est dans une démarche comme ça de décarbonation de l'entreprise, c'est important de tout le temps continuer, de tout le temps chercher l'amélioration. La deuxième entreprise, c'est un fabricant de pompes. Et ils avaient un modèle standard qu'ils avaient conçu il y a à peu près une dizaine d'années. Et ils se sont dit, ben, c'est peut-être le moment d'éco-concevoir cette pompe. Donc c'est une entreprise qui revoyait sans cesse le côté technique de ces pompes, mais il ne s'était jamais réellement posé l'aspect éco-conception au niveau de cette pompe. Là, une fois de plus, hein, je laisserai le dirigeant, là, Christian Pic, parler de comment il a mené ce projet donc avec le CETIM, mais je ne vous parlerai que des résultats. Et ce qui est intéressant quand on fait de l'éco-conception, c'est qu'il y a très souvent des bénéfices collatéraux, c'est-à-dire des objectifs qu'on ne s'était pas forcément fixés au début, mais qu'on est à la fin. Par exemple, ils ont économisé 54% de l'encombrement de la pompe. Ils ont réduit le niveau de bruit de 4 dB, qui n'étaient pas forcément des choses écrites dans le cahier des charges au départ. Chose encore plus intéressante, ils sont passés de 7 étapes de fabrication à 2. D'accord ? Et donc des simplifications de fabrication, de montage, tout ça en partant dans une démarche d'éco-conception. Et la phrase qu'on a soulignée au niveau du directeur général, c'est qu'il a dit là, on ne s'attendait pas à avoir autant de gains en productivité. Et grâce à ce gain de productivité, ben, on a pu aller sur des marchés qu'on n'avait pas imaginés au départ. Sur une démarche d'éco-conception, c'est-à-dire il n'est pas parti du principe je vais créer une nouvelle pompe pour être plus compétitif. Non, au départ, c'était vraiment une démarche d'éco-conception. Donc voilà ce que je vous parlais tout à l'heure en parlant de bénéfices collatéraux. Hermo, c'est encore une autre entreprise.
Eux sont rentrés dans un dispositif que vous voyez sur la droite, sponsorisé par l'ADEME, qui s'appelle ProRefi. Ce parcours ProRefi est gratuit pour les industriels. Il se fait en 3 fois 2 jours. 2 jours de formation à distance, 2 jours en présentiel et 2 jours sur le site où on travaille sur une étude de cas précise de l'industriel. Donc ces 2 jours, on les passe chez l'industriel avec un expert. L'idée, c'est de créer un poste de référent énergie dans l'entreprise. Et l'idée, c'est qu'après cette étude de cas, il soit autonome. Hein. Vous connaissez ça peut-être pour le 5S. On commence par un atelier, puis après, technique des nénuphars, on fait ça un peu partout. ProRefi, c'est pareil. On se focalise sur un équipement dont on sait qu'il est énergivore. Et puis après, la personne va être autonome. Et là, ils ont récupéré ce qu'on va dire de la chaleur fatale dans l'entreprise qui était perdue. Ils l'ont réintroduite directement dans les ateliers. Et du coup, voilà, ils ont fait une économie de 15% de leur facture énergétique. Dernier cas d'usage, c'est une entreprise qui reconditionnait les machines-outils. Qu'il les rajeunissait. Et en plus, donc ils sont posés la question, mais aujourd'hui, avec tous les outils qui existent, avec tous les capteurs, avec toutes les possibilités de connectivité digitale des machines, on va la blinder de capteurs pour que l'entreprise qui veut racheter cette machine, puisse faire des économies. Et ce qui est intéressant dans ce principe, c'est qu'ils se sont dit, mais en fait, les entreprises qui nous achètent des machines qu'on a revampées, qu'on a remis à jour, généralement, c'est des entreprises qui ne sont pas, on va dire, qui veulent tester leur avancée sur un nouveau marché. Et ils se disent, on va essayer quelque chose, on va changer notre business model. Plutôt que de leur vendre la machine, on va la louer. Et on va la louer tout en la surveillant à distance. Comme on l'a blindée de capteurs, on va être capable de la surveiller et puis d'organiser pour l'industriel la maintenance à distance. Donc là, on a une économie d'usage. Je vous ai parlé tout à l'heure du coût des matériaux qui venaient Europe, tout ça. Là, on économise complètement le bâti. Et l'entreprise a changé son business model pour aujourd'hui louer des machines plutôt que les vendre. C'est N2C, l'entreprise. Je cherchais le nom tout à l'heure. Alors, le CETIM a créé un projet stratégique qui s'appelle le projet CEDRE, d'accompagnement des industriels. Je ne vais pas vous le passer en détail, néanmoins, il a un budget de 15 millions d'euros. Donc, on va accompagner les 6500 cotisants de la filière mécanique, justement sur cet aspect décarbonation, circularité de l'économie. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi la valorisation des déchets, le développement des procédés de recyclage. La décarbonation, c'est une chose, mais il y a pas mal de choses à côté. Si vous voulez plus de renseignements sur comment on peut vous accompagner, vous pouvez venir me voir sur le stand du CETIM près de l'accueil. Et je pourrais aussi vous donner cette présentation. Et puis, dernière chose, on a créé un référentiel T2E. Si vous êtes un industriel ou même si vous voulez l'essayer pour essai, en fait, ce référentiel va vous permettre de vous auto-évaluer. Où est-ce que j'en suis aujourd'hui en termes environnemental par rapport à mon entreprise? Ça veut dire que vous allez pouvoir aussi rentrer dans ce logiciel, puis marquer vos progrès. Et être capable de dire, voilà, depuis 2-3 ans maintenant, voilà comment j'ai progressé au niveau environnemental, au niveau de mon entreprise. C'est aussi un outil pédagogique qui vous montre vraiment toutes les facettes de la T2E. Est-ce que cette notion de discours qu'on tient aux entreprises et puis les exemples que je vous ai montrés d'entreprises qui sont allées, est-ce que c'est clair pour vous? Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? L'idée, c'est de montrer que il y a des termes qui peuvent être complexes. Hein. Je sais que décarbonation, il n'y a pas beaucoup d'industriels aujourd'hui. Ils ont souvent la tête dans le guidon. Quand on leur parle de décarbonation, ça peut paraître un petit peu abscon quelquefois. Donc moi, l'idée, au travers des exemples d'industriels qui ont fait une démarche, c'est l'idée d'être très pragmatique. C'est bon?
Merci à vous. Merci Monsieur Cellier. Est-ce que vous avez des questions, justement? Oui. Bonjour. J'ai une question au niveau du MACF, savoir qui est concerné, parce que là, on nous a envoyé un message en disant qu'on était concerné. Je ne pensais pas être concerné en tant que PME pour moins. Enfin, on est 200 employés, donc je voulais savoir qui était concerné réellement pour le MACF. Alors, normalement, il est affecté au produit, le MACF. Tout ce qui rentre en Europe, à la limite, peu importe le destinataire, je crois. Donc, c'est tout le monde. Oui, alors je ne sais pas s'il y a des experts de l'ADEME dans la salle, mais voilà, vous allez répondre beaucoup mieux que moi, je préfère. Effectivement, tout n'est pas encore complètement fixé au niveau de l'Europe, mais ça vise à imputer aux produits qui rentrent hors Union européenne, qui rentrent dans l'UE, d'avoir une taxe qui va permettre aux produits produits en Europe qui vont devoir certainement connaître des hausses liées au coût de production pour intégrer les notions d'efficacité énergétique et de décarbonation, pour compenser l'écart entre le coût plus important des produits qui va avoir lieu en Europe vis-à-vis de la zone hors UE. Il va y avoir un ajustement fait par Bruxelles pour taxer les produits qui rentrent. Voilà. Mais si vous fabriquez en Europe, ça ne va pas vous concerner directement. Ça va concerner vos concurrents hors Europe qui font rentrer des produits dans la zone UE. Si vous produisez dans votre groupe hors UE et que vous ramenez, là, oui, il y aura aussi de la taxe. Ouais, l'ajustement en carbone aux frontières, c'est principalement si vous produisez à l'extérieur. Il y aura après des petites particularités pour les gens qui sont aux frontières, mais sinon, c'est pour tout ce qui rentre dans l'Union européenne et qui est produit en dehors. Merci. Très content de ne pas avoir dit de bêtises, moi. Ça va, merci. Non. Mais tout n'est pas encore calé au niveau européen. Ouais. Ce sera pour les gens, les entreprises qui ne sont pas en Europe et qui fabriquent en dehors et qui vendent des produits en France ou dans les autres pays de l'Union européenne. Vous, ça ne vous concernera pas a priori directement. Ça concernera les gens qui produisent en dehors de l'Union européenne. Sauf si votre entreprise a des sites de production en dehors de l'UE. Voilà. Ok, merci. Merci beaucoup. D'autres questions? Vous avez parlé de reconditionnement de machines. Oui. Est-ce qu'on a fait des progrès significatifs depuis quelques années en matière de rétrofit et de reconditionnement de machines? Ouais, sur plein de raisons. Les prix des capteurs ont chuté. Aujourd'hui, un capteur, ça vaut 3 francs 4 sous. Récupérer les données au pied de la machine, ça vaut plus très cher non plus. Il y a nos amis de Schneider, de Siemens qui sont là aujourd'hui et qui ont des petites boîtes qui reçoivent l'ensemble des données, qui sont capables de les mouliner. On commence à mettre des soupçons d'intelligence artificielle au niveau des machines, notamment dans le cadre de la maintenance prévisionnelle. Donc oui, aujourd'hui, la surveillance des machines a fait des progrès énormes. Et je peux vous parler d'un exemple qui est Bernet Automation. Je peux en parler parce que Mme Vandendrich elle nous a autorisé à en parler. Je l'avais rencontré il y a à peu près une dizaine d'années. Donc il fabriquait des bols vibrants. Et la première fois que je l'ai rencontré, elle dit mais vous n'arrêtez pas de parler d'industrie du futur. C'est quoi pour moi l'industrie du futur qui fabrique des bols vibrants? Et je lui ai dit c'est simple. Aujourd'hui, quand est-ce que vous êtes en relation avec vos clients? Elle dit quand il m'appelle et qu'il y a un problème. Je dis maintenant, imaginez que votre machine, qu'elle soit sur le trottoir d'en face, qu'elle soit en Chine, vous soyez capable d'interagir avec la machine, c'est-à-dire d'avoir en retour toutes les données d'utilisation des machines. Et imaginez que vous êtes capable, par exemple, de dire à votre client, mais attendez, vous l'utilisez pour 10 000 pièces minutes, alors que moi je vous l'ai vendu pour 30 000 pièces minutes. Est-ce que je peux vous aider là-dessus? Donc en fait, ce qu'a fait Bernet Automation, c'est qu'ils ont rajouté une couche de service autour de la machine. Ils ne vendent plus uniquement une machine, mais ils vendent de la maintenance prévisionnelle, du téléchargement de logiciels à distance, tout ça, uniquement en rajoutant des capteurs, en rajoutant un petit peu d'intelligence au pied de la machine, et puis grâce aux transmissions Internet. Et ce matin, dans ce qu'on a vu au niveau de Cluse, aujourd'hui, on commence à voir apparaître de la 5G industrielle. Il y a des réseaux 5G au sein des entreprises, ce qui rend la communication encore plus facile au sein des industriels pour faire transférer de la data directement. Là, on n'a même plus besoin de gérer la donnée au pied de la machine. Avec la 5G, on est capable d'avoir un seul gros ordinateur central qui va traiter tout ça. Et de data, on va en parler avec la conférence suivante et Captronic va nous parler de mesures de suivi de consommation énergétique. Gros sujet. Merci beaucoup, M. Cellier. Merci à vous tous. Et merci à vous tous.